Bonsoir Philippe. Je voulais t'interroger sur cette question des taux bas. On parle même des taux négatifs. Est-ce une bonne nouvelle pour moi en tant qu'épargnant? Je me dis, l'accès à la propriété est facilité par ces taux bas, ces taux négatifs. C'est une bonne nouvelle, j'ai l'impression. Pierre, bonsoir. Pour un épargnant, je ne sais pas, pour un investisseur, peut-être que les taux bas, c'est une bonne nouvelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour emprunter de l'argent, pour acheter sa maison, jamais les taux d'intérêt ont été aussi bas. On peut trouver des taux à 10 ans autour de 1%. Certains disent en dessous de 1. Bon, allez, globalement, entre 1 et 1,5%. Ça n'a jamais été vécu à l'heure actuelle. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais attention, il y a un revers de la médaille. Le revers de la médaille... C'est mon épargne? Non, c'est même pour celui qui emprunte. C'est que globalement, les banques aujourd'hui, évidemment, elles ont des problèmes de ressources. Prêter à des taux extrêmement bas fait qu'elles ne peuvent pas beaucoup se rémunérer sur les taux. Les banques, c'est de la transformation, c'est de l'intermédiation. Or, aujourd'hui, sur les marchés monétaires, on a des taux d'intérêt négatifs. Et il y a un écrasement de la courbe des taux. Et donc, globalement, prêter est extrêmement risqué parce qu'on sait qu'on ne peut pas gagner beaucoup d'argent sur l'opération. Donc, on va regarder le dossier avec beaucoup d'attention. Et c'est pour ça que les primo-accédants, ceux qui n'ont pas des revenus suffisants, qui n'ont pas d'apport en capital, qui, d'autre part, se trouvent en situation professionnelle délicate, ne peuvent pas profiter de ces taux bas, parce qu'on va alors refuser le dossier. Et c'est bien aujourd'hui le problème, c'est que les taux bas ne garantissent pas, évidemment, le fait de pouvoir emprunter. Et en plus, il y a un autre aspect, c'est que les taux bas favorisent, on va dire, une bulle immobilière, ou du moins ne permettent pas de dégonfler la bulle immobilière qu'on connaît en France. Donc les prix sont extrêmement élevés, et il faut quand même mettre beaucoup d'argent pour acheter un logement. Donc il y a une bonne nouvelle, c'est vrai qu'emprunter ne coûte pas cher, mais en revanche, l'accès à l'emprunt et l'accès à la résidence principale reste toujours compliqué en France. D'accord. Alors il y a une pression sur les zinzins, sur les investisseurs institutionnels, les compagnies d'assurance, les institutions de prévoyance qui sont dans nos groupes de protection sociale. Il y a une pression forte donc sur leur capacité à travailler dans ce contexte qui est complètement nouveau, qui est totalement inédit. Les taux négatifs, globalement, on avait un peu connu dans les années 70 en Suisse. Depuis les années 90, au Japon, aussi largement, en zone euro, en Suède, au Danemark, ça n'avait pas été connu dans le passé. Donc c'est vrai que c'est historiquement bas, et c'est un fait historique. C'est vrai que calculer en taux négatif, c'est un peu avoir la tête à l'envers. Donc c'est un peu compliqué. Et puis évidemment, ça entraîne, on va dire, sur les banques, sur les compagnies d'assurance, sur tous les acteurs qui gèrent de l'argent, évidemment, ça change le modèle. Savoir qu'on a aujourd'hui l'emprunt suisse à 30 ans négatif, de l'emprunt allemand négatif jusqu'à 10 ans, de l'emprunt français négatif jusqu'à 8 ans, évidemment que ça complique un petit peu les sources d'enrichissement pour des compagnies d'assurance, d'institutions de prévoyance, des organismes publics qui gèrent des réserves. Évidemment que ça change un peu la donne. Et que d'autre part, au fur et à mesure qu'on est contraint d'acheter des obligations à taux négatif ou à taux très faible, évidemment qu'on a un stock obligataire qui se fragilise le cas où, le jour venu, il y aura une remontée des taux. Et puis si on met ce contexte de faible taux avec le problème de la réglementation prudentielle, Solvency II pour les assureurs, BAL 3 pour les banques, là on a un cocktail explosif. Car d'un côté on leur dit, n'allez pas sur les marchés actions, n'allez pas chercher des produits dangereux pour avoir du risque, parce que sinon il faut accroître vos fonds propres, prenez de l'obligataire, sauf que l'obligataire est une bombe à retardement extrêmement importante et qui les fragilise à terme, avec un risque évidemment de solvabilité, alors que justement on essaie de réduire ce risque. Donc là c'est tout le côté schizophrène des taux d'intérêt négatifs à l'heure actuelle. Et alors, pour l'assurance vie, le placement préféré des Français, on doit transférer nos actifs des comptes en euros vers les unités de compte, aller vers le risque. On sait l'aversion des risques, du risque pour les Français. Quel est ton conseil? L'assurance vie, c'est 1600 milliards d'euros aujourd'hui d'épargne des Français. Un peu plus de 80%, c'est le fonds euro, 20%, un peu moins de 20%, ce sont les unités de compte. On sait que le rendement des fonds euros aujourd'hui
2,3, 2,4 l'année dernière, va continuer à baisser. C'est automatique. Parce qu'au fur et à mesure que les vieilles obligations qui étaient à 5, 6, 7% arrivent à leur terme, les compagnies d'assurance doivent évidemment acheter ce qu'il y a sur le marché. C'est pas terrible. Les taux sont extrêmement faibles. Donc au fur et à mesure, ça va faire une pression extrêmement forte sur les taux de rendement de l'assurance vie. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le fonds euro n'est pas une source de rendement à terme. C'est évident. Alors évidemment qu'il y a des incitations assez fortes faites sur les assurés pour aller vers l'unité de compte. Premièrement, qu'est-ce que ça signifie une unité de compte? C'est que le risque qui était porté jusqu'à maintenant sur la compagnie d'assurance est déporté sur l'assuré parce que c'est lui qui prend le risque de capital, quand pour le fonds euro, le risque de capital, il est sur la compagnie d'assurance. Et là donc, on est pour le meilleur ou pour le pire? On est pour le meilleur, pour le pire. Alors il faut savoir que à partir du moment où les taux sont bas et que globalement on est dans un contexte compliqué pour la compagnie d'assurance, là, le coût, on va dire, des fonds euros est prohibitif et qu'il faut à un moment ou à un autre que la compagnie d'assurance essaie de maintenir ses coûts, serrer ses coûts. Donc de toute façon, si on restait en fonds euros à 100%, globalement, la valeur baisserait très très vite. Donc il n'y a pas tellement de solution autre que celle de diversifier et d'aller un peu plus vers les unités de compte en jouant sur une diversification à la fois sur la composition de ces unités de compte. Ce n'est pas forcément que des actions ultra spéculatives. On peut avoir des fonds structurés avec de l'obligataire, avec de l'immobilier. Aujourd'hui, il y a la mode d'aller sur les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier, qui offrent du rendement, 4 à 5%. Donc on voit qu'il y a d'autres possibilités. Mais c'est vrai que c'est une autre logique. Jusqu'à maintenant, le risque était porté par la compagnie d'assurance. Aujourd'hui, le risque est porté par l'assuré. C'est un peu ce qui se passe, on va dire, sur l'ensemble de la sphère économique. On fait reporter les risques un peu sur le dernier maillon. C'est un peu Airbnb, où globalement, ce n'est pas celui qui gère Airbnb qui a le risque, c'est à la fois le propriétaire et le locataire quand ils se rencontrent. Et là, c'est à peu près la même chose. Le risque est déporté pour le pire ou pour le meilleur. Alors si on passe au niveau supérieur, c'est-à-dire au niveau des États, moi, quand je t'écoute parler de ces taux négatifs, j'ai un petit peu l'impression qu'ils peuvent fonctionner comme une drogue. C'est-à-dire, l'État est endetté, l'État va pouvoir rembourser finalement dans de très bonnes conditions dans cette situation. Est-ce que c'est une situation que tu estimes comparable à la drogue que j'évoque? Le Japon, ça fait aujourd'hui près de 25 ans que le Japon vit avec des taux bas ou négatifs. Les États-Unis, depuis 2008, avec des taux bas. On voit que pour remonter le taux d'intérêt aux États-Unis, la Fed a réussi une seule fois, malgré un taux de chômage à 4,7%, malgré une croissance de 2%. Le Royaume-Uni, qui aurait pu peut-être remonter ses taux, maintenant avec le Brexit, c'est plus l'actualité. Et la zone euro, on est aujourd'hui rentré dans un tunnel de faibles taux. Au début, ça devait être pour 9 mois, un an et demi. Maintenant, c'est autant de temps qu'il faudra. Donc on voit que quand on entre dans cet univers de faible taux, il est très difficile d'en sortir. Pourquoi? C'est vrai qu'un des arguments majeurs, c'est le fait que les États sont surendettés, qu'il faut du temps, parce qu'il n'y a pas d'inflation, pour rembourser ces 80 000 milliards de dollars d'endettement public au niveau mondial. Et que de ce fait, si aujourd'hui, il n'y avait pas ces taux d'intérêt historiquement bas, plusieurs États seraient en état d'insolvabilité. Supposons que les taux d'intérêt remontent 3, 4, 5%, ce qui ne serait pas complètement irrationnel dans la situation économique. L'Italie, l'Espagne serait difficile, c'est une situation difficile. Pour la France, le surcoût d'un point de taux d'intérêt supplémentaire, un point, c'est 4, 5 ou 6 milliards d'euros supplémentaires. Ça veut dire que le déficit qui est autour de 70 passerait à 76, ou qu'on augmenterait les impôts de 6 milliards. On voit que ce serait quand même un petit peu compliqué. Et donc, de facto, la Banque centrale ne le dit pas, parce que ce n'est pas dans ses missions, mais évidemment qu'elle maintient des taux historiquement bas pour faciliter, évidemment, le remboursement de cette dette. Avec un inconvénient, c'est que ça n'incite pas beaucoup les États à se réformer et à assainir ses comptes. Donc là, c'est le côté un petit peu contradictoire des messages. D'un côté, on ne peut pas faire autrement que de maintenir des taux d'intérêt bas, et de l'autre, ça n'incite pas évidemment à sortir de ce tunnel de taux bas, parce qu'on prend ça comme une drogue, et donc on se laisse aller, et on se dit, bon, de toute façon, on a un peu de temps devant soi.
Moi, j'entends dans tes propos, je m'apprêtais à te poser la question, mais qu'on n'est pas sorti d'affaire, que ce sera plutôt une tendance longue, je vais te laisser le confirmer ou l'infirmer, c'est le lien entre ces taux bas et la croissance et donc l'emploi. Si les taux sont bas, ce n'est pas forcément que la conséquence de l'action des banques centrales. Oui, il y a autre chose derrière ces taux bas. Ces taux bas sont l'expression d'une croissance qui se dérobe devant nous. Elle se dérobe, pourquoi? Parce que les gains de productivité sont faibles. Pas de gains de productivité, pas de croissance, pas d'augmentation salariale, pas d'inflation. Ben, évidemment que tout ce contexte évidemment, est un peu mortifère. Et qu'on peut sortir de ces taux bas que si on arrive, évidemment, à sortir par le haut. C'est-à-dire à avoir des gains de productivité supérieurs. Aujourd'hui, on diminue les gains de productivité d'année en année. C'est vrai aux États-Unis, un peu moins que chez nous. C'est vrai également dans les pays émergents, même s'ils partent un peu plus haut. Mais globalement, il y a une tendance aujourd'hui vers la contraction des gains de productivité. Il faut à un moment ou à un autre espérer, souhaiter et faire le nécessaire pour rebondir. Sinon, on croit à la stagnation séculaire. C'est une thèse qui est assez à la mode. Chez Gordon Lammers aux États-Unis, voire Daniel Cohen en France, c'est un peu pessimiste. On peut espérer que les nanotechnologies, que la biotechnologie, que le digital, aujourd'hui on en parle beaucoup, on ne le voit pas encore dans les statistiques économiques, et bien que globalement, demain, on le voit dans les statistiques économiques. Donc il faut rester optimiste, dire qu'aujourd'hui on est dans un entre-deux économique, la fin d'une mutation qui était axée à la fois sur des économies traditionnelles, pétrolières, et le fait qu'on rentre dans une économie plus digitale, plus décentralisée, plus en réseau, et que l'ajustement est un peu difficile, et qu'on peut espérer un jour ou l'autre sortir par le haut de la situation dans laquelle on est. Eh bien, souhaitons-le vivement. Philippe, je te remercie vivement pour la clarté de tes explications. Merci Pierre. Ton sens pédagogique jamais démenti. Merci.